Bonjour à tous, nous sommes ici à Kuttolsheim, dans un charmant village du Korsberg, et on va découvrir ensemble aujourd'hui la chapelle Sainte-Barbe qui est chargée d'histoire. Donc vous la voyez juste là derrière moi. Alors ce que vous pouvez voir en détail, vous avez d'abord la tour clocher, qui contient à sa base le chœur de la chapelle. Cette tour, elle date du XIIIe siècle, fin du XIIe siècle. On va dire aux alentours de 1180, peut-être 1200. Ensuite, la nef, qui se trouve juste à côté, accolée à la tour, celle-ci est beaucoup plus récente. Elle date du XVIIIe siècle, aux alentours de 1700. Donc vous voyez que la tour clocher est une tour avec un toit à double pan, qui est très caractéristique dans le Korsberg. Donc nous allons voir avec un peu plus de détails cette chapelle. Je vais vous montrer quelques petits détails intéressants. Alors nous sommes ici devant la chapelle, devant la tour. En fait, en réalité, dans les archives, nous n'avons trouvé aucune trace de la date de construction réelle de cette chapelle. Donc là, les archéologues, les scientifiques, les historiens ne peuvent se baser que sur les éléments d'architecture. Et justement, je vais vous faire découvrir un de ces éléments d'architecture. Donc on va se rapprocher de la tour. Et là, vous voyez en fait, juste devant nous, une fenêtre géminée, très jolie d'ailleurs, qu'on va voir de plus près. Donc cette fenêtre, en fait, elle est de style gothique primitif. Et le gothique primitif, il faut savoir qu'il a démarré en Alsace aux alentours de 1200. Donc c'est bien pour ça qu'on estime que cette chapelle a été construite au XIIIe siècle. Là, je me trouve à l'arrière de la nef. Et là, vous pouvez découvrir en fait une porte. Donc elle a été bien sûr murée, scellée, mais je pense qu'il y avait sûrement une porte d'accès qui permettait de rentrer dans la chapelle par l'arrière de la nef. Donc on ira voir après à l'intérieur de la chapelle et on va découvrir en fait qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Donc je vais vous montrer un autre détail de cette façade. Donc là, vous découvrez une autre petite porte avec 3 corbeaux. Donc on peut imaginer qu'il y avait ici une passerelle qui permettait, peut-être par l'intermédiaire d'un escalier, d'accéder en fait à cette porte pour accéder au premier étage donc, de la nef. Alors qu'est-ce qu'il y avait au premier étage de cette nef? On ne sait pas trop, hein, donc ça peut être éventuellement des grains, ça peut être de la nourriture qu'on stockait ici. Il faut savoir que dans le temps, on stockait la nourriture, notamment le blé en hauteur, pour éviter que les rats, les souris consomment en fait ce bien qui est très précieux. Alors je vais vous montrer un petit détail intéressant qui passe inaperçu, qui se trouve gravé sur une pierre de la chapelle. Là vous voyez en fait une croix échancrée. En fait, ce symbole de croix échancrée pouvait représenter au Moyen-Âge soit la croix des Templiers ou la croix des chevaliers teutoniques. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il existait en fait dans le village de Kuttolsheim une famille qui s'appelle la famille von Kuttolsheim. Et justement, un de leurs membres, qui se nomme Albert von Kuttolsheim, était commandeur de la commanderie teutonique d'Anglo, et ceci en 1314. Et justement, j'ai appris également dans cette lecture que Albert von Kuttolsheim vivait ici à Kuttolsheim. Ceci est peut-être une des explications pourquoi nous retrouvons ici gravée cette croix échancrée. Nous sommes ici à l'intérieur de la chapelle Sainte-Barbe. Je suis actuellement dans la nef. Et ce que vous voyez en fait au fond, c'est le chœur de la chapelle. Vous voyez que pour accéder au chœur, il y a une sorte de voûte. Alors je vous préviens tout de suite, celle-ci n'est pas d'origine. En fait, la voûte d'origine était romane, donc semi-circulaire. Donc là, vous pouvez voir en fait au fond bien sûr l'autel et bien sûr les 2 fenêtres géminées de style gothique primitif dont on parlait tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous raconter une légende. Il paraît que Sainte-Barbe aurait été décapitée par son père ici en ce lieu. Et que lorsque son père l'a décapité, sa tête aurait roulé juste au niveau de l'autel. Et de là, en fait, la source de la Soufelle aurait jailli à cet endroit-là.
Voilà ce que nous raconte cette légende. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va se rapprocher en fait du chœur. J'aimerais vous montrer un petit détail d'architecture. Et ce que je souhaite vous montrer, c'est ce qu'on voit au-dessus, au niveau du plafond. Regardez voir. On voit ici une croisée d'ogives. Et ce que vous voyez là tout en haut, c'est la clé de voûte. Il faut savoir que cette croisée d'ogives, elle date de fin XIIe, début XIIIe siècle. Regardez-moi ça dans toute sa splendeur, avec la belle fenêtre géminée de style gothique primitive que vous voyez ici de l'intérieur, là dans ce chœur. Maintenant, je souhaite vous faire découvrir la pierre tombale qui se trouve au fond de la nef. Donc c'est une pierre tombale qui a été récupérée sûrement dans le cimetière qui se trouvait à proximité de la chapelle. Pierre tombale qui a été récupérée et insérée dans le mur du fond de la nef. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous la montrer de plus près. Donc cette pierre tombale serait normalement celle d'un prêtre du nom de Richelieu. Donc j'ai fait quelques recherches et je n'ai pas trouvé grand-chose sur ce prêtre. Donc il serait mort aux alentours du XVIIe siècle. Ce sont les seules informations que je possède. Il faut aussi que je vous parle de Sainte Barbe, qui était une martyre chrétienne. Elle a vécu au IIe siècle de notre ère, dans l'actuelle Turquie, en Anatolie. Et son père a voulu absolument la marier. Et elle refuse. Pourquoi? Elle voulait consacrer sa vie à Jésus. Et donc pour la punir, son père l'a enfermée dans une tour jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Mais elle ne voulait pas changer d'avis. Elle voulait absolument consacrer sa vie à Dieu et surtout à Jésus. Donc ce qu'elle a fait durant l'absence de son père, elle a fait construire donc une fenêtre supplémentaire, à savoir qu'il y avait déjà 2 fenêtres dans la tour où elle était emprisonnée. Elle voulait obtenir 3 fenêtres pour représenter la Trinité. Donc ensuite, en secret, elle a fait venir un prêtre pour la faire baptiser dans l'église. Et quand son père a appris cela, il était furieux, furieux à tel point qu'il a voulu faire subir tous les supplices à sa fille, la brûler, l'attacher, la ligoter. Et finalement, comme il n'a pas obtenu gain de cause, qu'elle ne voulait toujours pas revenir sur sa décision, il l'a décapitée. Et au même moment, la foudre s'est abattue sur le père de Sainte Barbe et l'a bien sûr tué. Donc souvent dans la tradition, Sainte Barbe elle est représentée sous forme de statue ou bien sur des tableaux avec une tour, avec une palme. Donc ce sont des symboles clés qui permettent de reconnaître Sainte Barbe. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la source de la Soufelle en rapport avec Sainte Barbe, d'après la légende où cette source jaillirait en dessous du chœur de la chapelle. Mais il semblerait que ce soit une légende. En fait, cette source-là est plutôt située à 25 mètres, 30 mètres de la chapelle, à l'extérieur. Un petit peu plus en amont, près des collines avoisinantes. Mais en fait, il y a plusieurs sources en fait, qui alimentent bien sûr la rivière Soufelle, qui traverse le Korsberg. Et l'une ou l'autre alimente ce sympathique petit lac que vous voyez ici, qui est donc le lac de Kuttolsheim. Alors on dit lac parce que les habitants de Kuttolsheim appellent cet étang lac. Mais en fait, ce lac a une particularité. Il était appelé dans le temps le Schwefelsee, qui veut dire lac de soufre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau de ce lac ou de ces sources, elle est sulfureuse. Donc cette eau sulfureuse a des propriétés thérapeutiques. Et il paraît dans le temps qu'elle permettait de guérir de plusieurs maladies de la peau, notamment l'acné, la gale également, et d'autres maladies encore. En fait, on venait ici pour se soigner depuis l'époque romaine, et ceci jusqu'en 1950 environ. Là, vous voyez le bâtiment jaune. En fait, là, bien sûr, il a été rénové. Mais à l'époque, ce bâtiment, c'était en fait le centre de cure, c'était les thermes. Il était composé de 3 bâtiments, dont chaque bâtiment possédait 2 bassins. Donc, on faisait chauffer l'eau, et puis les curistes, quand ils venaient,
il se trempait entièrement dans ces cuves et restait souvent dans ces cuves chauffées pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, et tout ça pour se soigner en fait des maladies de la peau. On va se rapprocher un petit peu du lac parce que ce lac a également une particularité. Et cette particularité serait en fait des bulles de gaz qui partiraient, qui viendraient du fond de l'eau. Alors ces bulles de gaz, quelle est l'origine? Alors il y aurait normalement une poche de gaz carbonique en dessous de ce lac. Et donc de temps à autre, en fait, il y aurait des bulles de gaz qui partiraient du sol, enfin du sol du fond du lac, pour jaillir à la surface. Alors on va peut-être les voir et les découvrir. Là on voit déjà qu'il y a quelques poissons dans l'eau. Et donc on va attendre un petit peu pour essayer de découvrir et de voir ces bulles. Alors je vous ai dit tout à l'heure que ces termes étaient déjà utilisés au temps des Romains. Et bien figurez-vous que les Romains ont construit un aqueduc partant d'ici Kuttolsheim jusqu'à Strasbourg. Je vous laisse découvrir cela. Pour ravitailler en eau potable le camp romain d'Argentoratum, les ingénieurs de la 8e Légion Augusta ont construit un aqueduc de 19 km de long. Quand? Eh bien, au IIe siècle de notre ère. Alors le point de départ, bien sûr, est Kuttolsheim, pour aboutir à Strasbourg. Donc Kuttolsheim, je le répète, est donc à mi-distance entre Saverne et Strasbourg. Et qui est traversée aussi par une route romaine qui menait de Strasbourg jusqu'à Saverne et même au-delà. Donc cet aqueduc, en fait, il longeait cette route romaine, donc entre Kuttolsheim et Strasbourg. Alors cet aqueduc se compose de 2 fils de tuyaux de terre cuite qui sont espacés de 30 cm l'un de l'autre. Alors là, comme vous le voyez ici sur ce schéma, on le voit bien, l'enfilade en fait de ces tuyaux. Et donc chaque tuyau qui est en terre cuite, comme vous voyez, vous avez un exemple ici sur une photo. Donc ça, c'est un exemple d'un des tuyaux qui a été retrouvé lors des fouilles archéologiques. Alors il me semble que c'est à la fin du 19e siècle. Donc on en a retrouvé un, voire 2, ou peut-être un peu plus. Il me semble que l'un de ces tuyaux est donc visible dans un musée, soit le musée de Strasbourg, le musée archéologique, ou le musée il y a également un musée à Truchtersheim où vous pouvez voir une de ces pièces, et peut-être même à la mairie de Kuttolsheim. Donc vous voyez, ces tubes sont donc coniques. Donc le diamètre de ce côté-là n'est pas le même que celui-ci. Et ceci permettait en fait d'emboîter les tubes l'un dans l'autre, comme vous le voyez sur le schéma ici. Évidemment, pour pouvoir créer une échantéité entre les tuyaux, donc ce qu'on a utilisé, c'est un mortier à la chaux très dur et très fin, qui permettait donc de sceller les joints entre les tubes, pour éviter toute fuite d'eau, bien sûr. Donc ici, vous avez plus de précision sur le diamètre interne, externe de chaque tuyau. Il est intéressant de souligner qu'à intervalles réguliers a été mis en place par les ingénieurs de la Légion romaine des gros blocs de grès, comme vous le voyez ici sur ce schéma. En fait, ces gros blocs de grès sont ce qu'on appelle des regards, donc qui permettent en fait de gérer la maintenance, le contrôle des débits également, et de réduire la pression interne dans la conduite. Donc c'est très intéressant, bien sûr. Ça permet vraiment de gérer une bonne maintenance de l'ensemble du réseau de l'aqueduc de Kuttolsheim jusqu'à Strasbourg. Donc cet aqueduc, ou plutôt ce double aqueduc, qui part donc de Kuttolsheim pour rejoindre le camp romain de Argentoratum, donc à Strasbourg, parcourt donc 19 km dans la campagne. Il traverse, bien sûr, il démarre à Kuttolsheim, pour passer par Fessenheim-le-Bas,
Quatzenheim, Hürtigheim, Stutzheim, Dingsheim, Oberhausbergen et enfin rejoindre donc Strasbourg. Cet aqueduc entre Kuttolsheim et Strasbourg, qui fait donc 19 km de long, a un dénivelé de 60 mètres, donc une pente de 60 mètres entre Kuttolsheim et Strasbourg, ce qui représente une pente de 3%. En réalité, cela représente 3,13 mètres pour 1 km. Ce qui est bien sûr très intéressant. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur qui permettait de gérer tout ça. Tout se faisait avec des moyens optiques d'époque. Donc c'est vraiment une prouesse technologique pour ce genre de choses il y a 2000 ans. Donc je tiens à le préciser. Maintenant, il faut savoir comment était représenté cet aqueduc entre Kuttolsheim et le camp romain d'Argentoratum. Tantôt, donc cet aqueduc était enterré, était sous terre, à environ 1 mètre de profondeur, pas plus. Et des fois, bien sûr, il était nécessaire de construire des ouvrages, genre aqueduc, comme il en existe encore actuellement dans certaines régions de France, notamment l'aqueduc du Pont du Gard, notamment. Alors, est-ce qu'il y avait des aqueducs de ce style-là sur le parcours? C'est possible, mais pour le moment, aucune trace n'a été trouvée. Je pense que des recherches archéologiques seraient nécessaires pour trouver ce genre d'ouvrage, mais pour le moment, aucune trace n'a été trouvée jusqu'à ce jour. Vous voulez savoir à quoi ressemblait cet endroit au XIXe siècle? Allons-y. Cette scène que vous apercevez se déroule au XIXe siècle, aux alentours de 1880-1890. Vous voyez donc au premier plan la chapelle Sainte-Barbe. Donc là, vous voyez des personnes sûrement sortir d'une messe, en l'honneur sûrement de la sainte patronne Sainte-Barbe. Vous apercevez également le lac. Vous voyez qu'à cette époque, on accédait au lac beaucoup plus facilement. Les gens pouvaient aisément se baigner pour peut-être essayer de guérir justement d'une des maladies de la peau ou autres. On amenait aussi des chevaux pour justement les laver. Ce lac servait également à ceci. Et donc au fond, vous voyez le bâtiment qui servait de therme. Donc là, il est en pleine activité. On voit les fumées sortir des cheminées. Donc ce qu'on faisait, c'est pour chauffer l'eau, en fait, l'eau des sources, pour permettre aux malades de se baigner. Voilà, donc ce petit reportage sur Kuttolsheim, sa chapelle et son lac se termine. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Alors si effectivement cette vidéo vous a plu, je vous demande de mettre un pouce levé, donc juste en dessous. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle découverte de notre patrimoine en Alsace. Ciao!